Après donc que les cadavres aient été retirés de la lagune de Baie, il y a eu un tournant général dans le pays. À savoir que la population, mais totalement indignée, a ramassé les corps, les a mis dans un véhicule bâché, découvert, et donc est parti en manifestation en chantant des chants traditionnels de guerre vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui était considérée à l'époque comme le pays de la démocratie. Et le seul mot d'ordre qu'ils avaient était celui de la démission d'Eyadema après ce carnage, cette horreur absolue que la population venait de découvrir. Et interpellé à l'époque par Radio France Internationale sur l'exigence des manifestants que Eyadema démissionne immédiatement ce jour-là, eh bien, Joseph Kofigo et Maître Hervé Agboibo, qui apparaissaient à l'époque comme étant les leaders du mouvement qui se développait, notamment puisqu'ils étaient les principales figures du Front des associations pour le renouveau, mais avaient eu cette réponse étonnante, à savoir qu'il n'était pas question qu'Eyadema démissionne, parce que s'il démissionnait, il y aurait un vide politique et il n'aurait plus personne avec qui discuter, parce que eux, ils étaient en train de négocier avec lui cette affaire de tenue de journée nationale du dialogue, et il n'était pas question pour eux qu'Eyadema démissionne. La population indignée du Togo jusque dans la diaspora où nous, à l'époque, nous étions, et avions critiqué sévèrement ces déclarations de Kofigo et d'Agboibo, a finalement conduit à la dislocation du phare, qui, sous les critiques et le rejet populaire, s'est purement et simplement sabordé. Après qu'il se soit sabordé, au mois d'avril, le 27 avril 1991, mais pour la première fois depuis 31 ans, alors que depuis 22 ans, où le parti unique, parti État avait été constitué, bien la population commémorait le 31e anniversaire de l'indépendance nationale, dont les festivités ou dans la commémoration avaient été interdites depuis lors. Puisqu'il faut savoir que sous le régime d'Eyadema, de tenir ne serait-ce qu'une photo de Sylvanus Olympio était un crime qui pouvait vous conduire en prison et vous pouviez en mourir. Et donc avec, disons, cette démocratie retrouvée, cette aspiration au changement qui déferlait de partout, Eyadema n'a pas pu interdire la commémoration à nouveau de cet anniversaire, puisque des groupes d'étudiants même s'étaient constitués pour faire revivre l'hymne national qui n'était plus chanté. Et puis rappelez-vous à l'époque, c'était un hymne du RPT qui avait remplacé Terre de nos aïeux et était devenu l'hymne national du pays. Et à partir de là, la restauration de l'hymne national a commencé à survenir. Et de fil en aiguille, tous ces développements-là vont tellement secouer le régime que, finalement, les partis et les mouvements qui s'étaient constitués à l'intérieur du pays vont se reconstituer à nouveau, surtout avec l'arrivée, le retour des exilés qui, après la promulgation de la charte des partis, au lendemain de la découverte des massacres de la lagune de Baie, puisque rappelez-vous, cette charte des partis date du 12 avril, c'est juste au lendemain de la découverte des cadavres, du repêchage des cadavres de la lagune, que la charte a été promulguée comme une sorte de concession pour étouffer le mouvement de la revendication de la démission d'Eyadema. Et donc, avec le retour des exilés, va se constituer le 4 mai 1991 au restaurant La Pirogue, le Front de l'opposition démocratique, qui a pris la place du phare, du Front des associations démocratiques, le front regroupant les partis, donc qui commençait à apparaître, aux côtés du collectif de l'opposition démocratique, le CODE, qui rassemblait les partis avec les associations qui étaient alors apparues.
Et la plateforme que ce front va adopter va avoir pour premier point la question de la convocation d'une conférence nationale. Et, la phrase dit précisément ceci: le front décide l'élaboration d'une plateforme commune définissant les conditions d'organisation de la conférence nationale. C'est cela. Donc, c'est le thème essentiel, c'était préparer et organiser cette conférence nationale. Et pour cela, eh bien, peu de temps après, le Front et le CODFOD va organiser un premier meeting indépendant, ce qui n'était jamais arrivé dans le pays, au stade municipal de Lomé, où une foule immense a débarqué ce jour-là et a permis au régime de voir que la donne véritablement était en train de changer. Donc, après ce meeting qui a eu lieu le 20 mai exactement 1991, eh bien, Eyadema a été contraint de recevoir une délégation du CODFOD au palais de la présidence à Lomé. Et lorsque les différents partis ont refait la proposition d'entrer en discussion avec son gouvernement sur l'organisation de la conférence nationale, eh bien, il a commencé à traîner des pieds en mettant comme préalable le fait que les partis, ses interlocuteurs, se conforment aux exigences de la nouvelle charte des partis qui avait été promulguée et toute une série de choses. Bon, bref, les choses ont traîné en longueur et le CODFOD, constatant que là, c'était du dilatoire qu'il faisait, avait décidé le 6 juin 1991 d'organiser une première grève générale illimitée pour lui forcer la main en lui donnant l'injonction de répondre à sa demande d'organisation d'une conférence nationale, que s'il n'y répondait pas, il allait y avoir une grève qui allait demander purement et simplement sa démission. Et donc, à l'époque, il devait partir à un sommet à Abuja, au Nigeria, un sommet de l'OUA, puisque c'est comme ça que s'appelait l'Union africaine d'aujourd'hui à l'époque. Et Eyadema, donc, pendant toute cette période-là, a méprisé la mise en demeure que lui avait adressée le CODFOD, est parti au sommet d'Abuja, en est revenu, a fait un discours, mais provocateur, comme pas permis au camp militaire de Lomé, au camp du RIT, où il a fait rassembler des hordes de ces militaires et tout, dont certains dansaient le camou, etc. et tout ça. Bon, et a dit conférence nationale, ça veut dire quoi, démontrant à partir de là concrètement qu'il n'entendait pas du tout répondre à l'idée de l'organisation de cette conférence nationale. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès le lendemain, la grève a démarré. Le 6 juin, le 6 juin 1991, la grève a démarré, extrêmement bien organisée, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Le pays était totalement paralysé. Et Eyadema lui-même, il a eu le vertige, il était complètement déboussolé, il ne pouvait pas s'imaginer que le peuple togolais allait être aussi uni et allait lui infliger une défaite aussi cinglante. Et il a tellement paniqué qu'il avait commencé à l'époque à discuter avec les autorités françaises et François Mitterrand lui-même. Puisque la grève réclamait sa démission, eh bien, il a dit qu'il était prêt à quitter le pouvoir, mais qu'il ne pouvait pas partir seul, qu'il voulait partir avec 500 de ses collaborateurs, qui ont été ses fidèles lieutenants jusqu'alors, qu'il ne pouvait pas les laisser tomber. Mitterrand, scandalisé, estimait qu'ils étaient trop nombreux, qu'il était prêt à l'accueillir en exil en France, mais ils étaient en train de négocier sur la réduction du nombre des accompagnateurs d'Eyadema, quand malheureusement, des rangs même du CODFOD, un parti a sorti un tract pour dire que la grève générale qui était en cours n'était pas pour obtenir la démission d'Eyadema,
mais que c'était pour obtenir la conférence nationale. Et ça, c'était un coup de poignard dans le dos de cette grève. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Français, qui n'entendaient rien d'autre, et qui avaient en leur ambassadeur au Togo, l'ambassadeur de France d'alors, Bruno Delay, qui est devenu plus tard secrétaire particulier de Mitterrand, preuve que c'était quelqu'un, qui savait manœuvrer, a saisi la balle au bond et a commencé à négocier avec les responsables du Code FOD et le régime pour que effectivement on aille vers la tenue de cette conférence nationale. Et beaucoup, un certain nombre de membres du Code FOD, dont nous étions, Tavio Amorin et moi-même, étions contre c'est cette perspective, mais comme la majorité des dirigeants voulaient trahir la grève et aller dans le sens plutôt de la tenue de la conférence nationale, ils ont tenu ces fameuses négociations suivies d'un accord le 12 juin 1991 qui a finalement concédé la conférence nationale. Alors, je veux insister tout particulièrement sur ce fait que, en réalité, cette conférence nationale est une trahison grave de la grève générale, de la puissante, qui avait quasiment réussi à balayer Eyadema. Et je dois dire que si nous sommes dans la situation terrible dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est quelque part en dernière analyse, comme conséquence de la trahison de cette grève générale, de cette toute première grève générale qui avait quasiment réussi à balayer le régime d'Eyadema. Alors maintenant, dans cette dernière partie pour terminer, je dirais que dans ces conditions, vous comprendrez que Eyadema, requinqué de cette façon, allait se disposer pour gagner la partie. Et où va-t-il jouer son jeu? C'est dans la préparation de la conférence nationale, puisque les fameux accords du 12 juin 1991 stipulaient que devait se mettre en place un comité préparatoire de cette conférence, et même le thème, l'organisation, le débat, tout avait été cadré, et une forme d'amnistie même d'Eyadema était proposée, puisque expressément il était entendu que pendant la conférence nationale à la période de transition, le chef de l'État continuera à assumer ses fonctions en tant que garant de la continuité de l'État, de l'indépendance et de l'unité nationale, dans le respect dû à la dignité de la fonction présidentielle, en tenant compte des attributions que la conférence nationale aurait décidé de conférer au Premier ministre. Quelqu'un qui voulait de massacrer les gens à la lagune de Baie et dont le gouvernement était décrié de partout pour les crimes économiques qu'il avait commis, tout cela, qu'on dise que cette personne-là, on lui doit de la respectabilité, qu'il doit présider à la continuité de l'État et tout ça, c'était ficelé d'avance, quoi. À telle enseigne que au soir de la signature des accords du 12 juin, le collectif d'Abidjan que représentait Tavio Amorin et l'OTTD que moi-même je représentais, nous avions sorti un tract pour dénoncer ces accords du 12 juin que nous avons caractérisé d'une trahison à laquelle nous venons d'assister, et nous avons lancé un appel au peuple togolais à la vigilance et à poursuivre le combat jusqu'au départ d'Eyadema et de son gouvernement. C'est ce que nous avions fait à l'époque. Mais une fois que nous avions dit ceci, comme la conférence allait se tenir, nous avons continué à nous inscrire dans le processus de sa tenue pour aller combattre pour la défense des intérêts du peuple togolais à l'intérieur de cette conférence-là. C'est d'ailleurs pour ça que on a beaucoup retenu le combat que nous avons mené à l'époque, et nous le verrons dans les sections à venir par la suite. Et comme je le disais tout à l'heure, tout s'est joué autour des problèmes de la préparation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Mais les réunions de préparation tenues en longueur et la délégation du RPT que Yadema a mandaté pour négocier avec les responsables du Codeford les ont fatigués, mais à n'en plus finir. À plusieurs reprises, la date de tenue de la conférence nationale avait été annoncée et au moins 3 fois elle a été reportée. Et pourquoi? Parce que Yadema ne voulait pas céder. Lui ne voulait pas céder, mais à chaque fois, ce sont les dirigeants du Codeford qui cédaient et qui lui faisaient concession sur concession, à tel point que, à la fin, au jour d'entrée dans la conférence nationale, la plupart des délégués qui avaient été retenus pour y participer étaient majoritairement des délégués qui étaient à la botte du régime RPT de l'époque. C'était des gens du régime, que ce soit ces préfets, que ce soit ces délégués des différentes régions rurales, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les gens du RPT, etc. et tout ça. Mais ces gens-là avaient complètement, totalement submergé la conférence, à tel point que une organisation de jeunesse à l'époque qui s'appelait la Jeunesse pour le combat démocratique a sorti un tract où il a appelé à faire attention à la répartition des sièges à la conférence nationale, et en faisant le compte a pu constater de ce que on obtient sur les 762 délégués retenus pour la conférence nationale 419 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue pour les gens du RPT. Donc vous comprendrez dans ces conditions-là, mais que la conférence nationale, comme montagne, ne pouvait qu'à se coucher d'une souris. Et donc ne pouvait faire en sorte que de préserver le régime des Yadema, comme on l'a vu au sortir de cette conférence. Et je donnerai dans les prochaines sessions des éléments tangibles pour que vous vous rendiez compte de ce que, malgré tous les crimes économiques qui ont été décriés, d'abord, tous les crimes de sang qui ont été décriés dans le courant de cette conférence, malgré tous les crimes économiques qui ont été attestés dans la conférence, y compris par une déclaration de faillite où Barry Moussa Barké, le ministre, un des principaux ministres des Yadema, comme vous le savez, a reconnu que leur régime avait mis en faillite l'État togolais. Eh bien, on décidera de garder Yadema à la tête de l'État togolais. Et rien d'étonnant si ainsi préservé, il se retournera par la suite contre le peuple togolais avec tous les massacres qu'il a poursuivis jusqu'à sa disparition. Donc, ça a été un peu long, mais je crois que c'était nécessaire pour que vous compreniez tout le contexte et tout ce qu'il y a eu derrière le mouvement qui a mené à cette conférence nationale, et pourquoi, depuis le départ, on ne pouvait savoir que, finalement, il n'arriverait pas à résoudre sur le fond la crise togolaise à laquelle nous étions confrontés. Je vous remercie. Eh bien, je suis disposé maintenant à répondre à l'ensemble des questions que vous voudrez bien me poser. À tout à l'heure.